On va reprendre un peu le fil des choses et aussi présenter, bien entendu, nos deux invités. Je vais commencer par Elisa Lévy. Vous êtes réalisatrice de documentaires et de fiction. Vous avez longtemps accompagné le milieu du rap français, notamment Oxmo Puccino. Et vous avez ensuite développé toute une carrière dans la fiction, quelques épisodes de la série Engrenage, très bonne série quand même, quelques courts-métrages aussi, dont l'un avec un excellent acteur qui s'appelle Reda Kateb. Et ensuite, voilà, cette rencontre avec Philippe Descola, qui s'est poursuivie sur plusieurs années. Et à ma gauche, Philippe Descola, donc vous êtes anthropologue, professeur émérite au Collège de France, titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature. On reviendra peut-être sur ce paradoxe. Vous avez fait ce long terrain d'exploration chez les Achuar en Amazonie dans les années 70, qui a duré plusieurs années, qui a donné lieu à une première publication, Les Lances du Crépuscule, où vous relatez cette rencontre avec ces formes de vie et d'interaction avec le non-humain, puis cet ouvrage qui est devenu un classique des sciences sociales, Par-delà nature et culture, et un dernier ouvrage qui nous occupe, nous les historiens de l'art, Les formes du visible, qui est sorti en 2021 et qui justement extrapole sur les découvertes et les résultats de Par de la nature et culture, mais qui le fait comme ça couler dans le monde des images. Peut-être, je vous propose de commencer d'abord par la fabrication du film, parce que c'est un objet particulier, aussi bien dans votre parcours que dans le vôtre également. Et pour être assez familier de la pensée de Philippe Descola, c'est vrai que c'est curieux cette idée de vouloir en faire un film, et un film qui a cette intensité à la fois politique et plastique aussi, parce qu'il y a pas mal d'incises poétiques sur les animaux, sur les plantes, etc. Et je voulais savoir, Elisa Lévy, finalement, comment l'idée du film avait germé, au sens d'ailleurs végétal du terme. Alors oui, l'idée du film a germé. Je travaillais sur un projet de fiction qui était une adaptation d'un livre de Wajdi Mouawad qui s'appelle Anima. Et donc c'était une série, et l'idée de ce livre, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, c'est que c'est l'histoire d'un homme raconté du point de vue des animaux. Donc c'est vraiment un travail de décentrement. Mais donc par exemple, ce serait raconter cette scène du point de vue des araignées qui doivent être là et qui doivent nous voir. Et donc moi, c'était vraiment dans mon travail d'artiste, mes préoccupations vraiment dans mon travail le plus personnel, c'est le décentrement, l'animal, le renouer avec le sensible. C'était ce qui me faisait avancer, mais je manquais de réelle compréhension, et j'avais besoin, pour porter ce travail, de vraiment comprendre pourquoi je voulais faire ça, pourquoi j'étais vraiment mue par ce besoin impérieux de faire ça et de raconter cette histoire-là de ce point de vue-là, et qu'est-ce que ça changeait et qu'est-ce que ça racontait. Et donc j'ai fait des recherches, et j'ai eu la chance de rencontrer la pensée de Philippe Descola, le travail de Philippe Descola. Donc c'était d'abord une rencontre intellectuelle, et donc ça a été une grande joie. C'était vraiment c'était un soulagement. Il y avait, j'ai commencé par lire La composition des mondes, et il y avait là beaucoup de mes intuitions d'artiste qui s'éclairaient, que je commençais à comprendre, à pouvoir poser des jalons, et moi-même, ça me permettait d'éclairer des histoires que j'avais déjà écrites, que je voulais raconter. Enfin, c'était vraiment formidable. Et en plus, je voyais là, les préoccupations écologiques étaient au centre de mon travail. Elles n'étaient pas encore émergées aussi fort qu'aujourd'hui. C'est sûr qu'en plus, le film, là, il résonne encore plus violemment, là, depuis quelques semaines. Elles n'étaient pas encore autant émergées qu'aujourd'hui, mais surtout, je me disais, mais il y a là vraiment quelque chose qui peut nous permettre de sortir de l'état de sidération dans lequel on est, de cette espèce de fatalité, et il faut transmettre cette pensée au plus de gens possible. Et donc le cinéma est un médium comme un autre. Il permet en fait aussi de faire ressentir. C'est une expérience sensible, et pas juste de dire en fait, mais juste que les gens ressentent, les personnes qui regardent ressentent et pensent par elles-mêmes.
Et donc j'ai écrit à Philippe Descola, que je ne connaissais pas du tout. Il n'était pas en France à ce moment-là, c'était en 2015. Et puis voilà, et puis après on s'est rencontrés, ça a mis un peu de temps, mais apparemment il a accepté de travailler avec moi. Voilà, et donc l'idée du film, depuis le départ, c'était vraiment de faire un film qui puisse être accessible à tous, en fait. Il y avait vraiment cette idée-là. Et aujourd'hui, on est très heureux parce qu'on va dans les lycées, on va dans les collèges. Donc voilà, donc il y avait vraiment cette idée de rendre les choses les plus compréhensibles et les plus transmissibles possibles. Et c'est comme ça, d'ailleurs. Nos premières discussions, elles étaient vraiment, vraiment autour de ça. Et ensuite, il y avait aussi l'importance, pour moi, de raconter les choses ici et maintenant, et pas d'aller dans un regard exotique. Voilà, j'avais eu l'occasion de vraiment comprendre ce que c'était que le milieu de l'agro-industrie française sur d'autres projets sur lesquels je travaillais et qui n'avaient jamais pu aboutir parce que justement, à chaque fois, il y avait des barrières quand on voulait raconter un peu ce qui se passait à l'intérieur. Et donc, j'avais acquis voilà, la conviction que il y avait aussi se passait aussi des choses très importantes sous nos pieds en France et que c'était, voilà, on avait besoin de regarder au plus près de chez nous. Et il se trouve que, voilà, à un moment, au milieu de mes recherches, j'ai compris que c'était à Notre-Dame-des-Landes que ça se passait. Et j'ai proposé à Philippe qu'on y aille. Du coup, Philippe, évidemment, avait déjà dans sa ligne de mire toutes ces expériences, mais on y a été ensemble pour la première fois. Et vous, Philippe, parce qu'on peut imaginer que c'est saugrenu de vous proposer comme ça d'aller vous filmer en Amazonie, puis de vous transplanter comme ça à Notre-Dame-des-Landes. Quand on connaît votre travail, c'est une pensée qui est très articulée, qui est très écrite, même à l'oral. Je pense que ça s'entend dans le film. Comment vous avez reçu dans un premier temps cette invitation à exister d'une autre façon, que votre pensée existe d'une autre façon? Moi, j'ai toujours été très attentif à diffuser mes recherches bien au-delà du cercle étroit des spécialistes auxquels elles étaient initialement destinées. Vous avez parlé de mon premier livre, c'est pas mon premier livre, Les Lances du crépuscule. Mon premier livre, c'est ma thèse en fait de doctorat qui s'appelait La nature domestique, qui était un travail scientifique qui vient d'ailleurs d'être réédité, qui est un peu ardu d'ailleurs comme lecture, et assez rapidement, Jean Mallory m'a proposé de publier dans sa collection Terre humaine un livre qui serait destiné au grand public, ce que j'ai fait. Et c'est un livre qui vise à faire comprendre à des gens qui n'ont pas de formation anthropologique ce que c'est que d'apprendre à connaître une population au sein de laquelle on réside pendant plusieurs années. Par quel ensemble de hasards, d'occasions fortuites et quelquefois recherchées, est-ce qu'on arrive à comprendre des choses importantes d'une population qu'on ne connaît pas au départ et dont on finit par partager non seulement la vie, mais parfois une partie des valeurs, et qui ensuite vient, pendant le reste de votre existence, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de beaucoup d'anthropologues, vient animer le regard qu'on porte sur le monde à travers les yeux des gens chez qui on a résidé quelques années. Donc la possibilité de donner une diffusion à certaines de mes idées au-delà des cercles savants. Il faut aussi dire que le Collège de France, c'est quand même une institution, on n'a pas besoin de s'inscrire, hein. Il suffit de pousser la porte le jeudi après-midi, dans mon cas, et s'installer dans un amphithéâtre pour écouter des gens qui sont en général des chercheurs réputés dans leur discipline et qui s'efforcent de parler à la fois à leurs pairs, mais aussi à une partie de l'auditoire qui n'est pas qui ne sont pas des spécialistes. Donc j'ai toujours été attentif à cette dimension de la recherche. Et lorsqu'Elisa m'a proposé de faire un film, j'en étais très heureux, parce que c'était une façon, en effet, de mieux faire connaître des idées qui étaient restées, sinon confidentielles, en tout cas limitées à un cercle de savants ou de chercheurs et d'étudiants.
Et la visite à Notre-Dame-des-Landes a été pour moi assez bouleversante parce que j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais lu des choses sur Notre-Dame-des-Landes, mais j'ai découvert dans cette communauté des façons de s'attacher à un territoire, de développer des égards vis-à-vis des non-humains que j'avais observés ailleurs, en Amazonie, et que je retrouvais à quelques heures de TGV de Paris, dans le bocage. Et ça m'a donné un espoir très grand dans la possibilité qu'on a de changer à la fois individuellement et collectivement nos manières de faire. Individuellement parce que, comme on l'a pu l'entendre dans le film, certains des habitants de la ZAD viennent du monde des squats urbains et n'ont pas d'expérience préalable de la vie à la campagne, et donc ils se sont adaptés très vite à des nouvelles façons de faire, et collectives en ce sens qu'ils ont inventé une forme de vie en commun qui est aux antipodes de celle qui nous est familière tout autour de nous, c'est-à-dire qui refuse les hiérarchies, qui refuse le productivisme, qui refuse la mercantilisation généralisée des personnes et des choses. Et donc, pour des gens qui sont épris de justice et qui, comme moi, avaient milité dans leur jeunesse pour un monde meilleur, découvrir que, encore une fois, tout près de Paris et dans d'autres ZAD d'ailleurs, pas simplement à Notre-Dame-des-Landes, des gens poursuivaient un projet de ce type-là, je dirais que c'est très réconfortant. C'est quelle bouffée d'oxygène par rapport à l'atmosphère ambiante, surtout en ce moment. Et pour poursuivre sur finalement cette fabrication des choses, le film est un peu un ovni des films sur les intellectuels français. Dans mon souvenir, il y a le film sur Bourdieu de Pierre Carle, la sociologie est un sport de combat, mais ce film s'en départit quand même assez profondément. Et moi, ce qui m'a frappé en revoyant le film, c'est l'étendue temporelle. C'est-à-dire, je crois que les images les plus anciennes, c'est 2012, les premiers affrontements entre les zadistes et la police. Les premières images de Philippe, c'est 2015. Et la fin du tournage, si j'ai compris, c'est 2020. Donc on est sur un éventail de temps qui est entre 8 et 5 ans. On imagine que vous avez des milliers d'heures de rush. Et paradoxalement, le film est assez court, c'est un peu plus d'1 heure à peine. Et vous avez choisi d'aller un petit peu en Amazonie, un petit peu dans les cours de Philippe Descola et beaucoup dans Notre-Dame-des-Landes. Et je vous laisse savoir finalement comment ces choix s'étaient opérés, parce qu'on imagine que tout ça a dû être particulièrement ardu. Et est-ce que c'est une discussion que vous avez eue entre vous sur comment rendre cette pensée, comment l'articuler dans ce territoire et dans ce combat? Alors non, ça n'a pas été ardu. Moi, j'aime bien travailler. C'est pas le travail, faire des films pour moi, c'est une joie. J'aime travailler. C'était plutôt une joie, tout le processus de fabrication de ce film. En plus, réfléchir avec Philippe Descola, c'est quand même un cadeau assez fantastique. J'ai été entourée de gens merveilleux pour travailler, parce que pour faire un film, il faut plein de cerveaux, plein d'énergie qui travaillent tout ensemble dans la même direction que ce film. Moi, je suis chef d'orchestre, mais un film, c'est tout sauf un travail solitaire. Et donc, en fait, les images de 2012, c'est pas moi qui les ai tournées. Et en fait, c'est marrant parce que c'est les images qui ont été ajoutées vraiment à la fin. Et donc, il fallait à la fois poser le contexte et puis ouvrir. Donc ces images du Collège de France, les images à Paris, les images d'Amazonie nous permettent en fait de comprendre qui est Philippe Descola, d'où il vient, et puis ensuite d'ouvrir la ZAD, d'ouvrir vers la ZAD comme non pas un exemple, mais une forme d'incarnation, un cas en fait qui dépasserait un peu le cadre théorique.
Donc ça s'est fait, en fait, pour moi, un film, c'est comme un fil, voilà, auquel on s'accroche, et puis on va chercher toujours avec cette idée, quoi. Moi, mon idée, c'était vraiment de parvenir à incarner ce concept et de faire en sorte que les gens, que les spectateurs regardent et qu'il y a à un moment au moins du film, ils se disent, mais alors si c'est pas la nature, qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Voilà, et que ça puisse travailler comme ça. Ensuite, il y a évidemment toute la dimension politique du travail de Philippe et la dimension politique de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, mais qui est complètement en germe dans notre rapport, dans notre relation au non-humain, mais dans notre relation à toute chose. Et donc, pour en revenir à cette grande temporalité, en fait, moi, je construis mes films un peu comme des phrases. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis rentrée en montage, j'avais pas du tout toutes les images. Et puis, on a commencé à monter, voir ce qui marchait pas. Et puis, je repartais, j'allais rechercher une abeille, par exemple, si je voyais que ça manquait de ce type de langage-là. Je repartais chercher des fleurs, si j'avais besoin de chercher des fleurs. Voilà, parce que j'ai tourné vraiment dans mon quotidien avec une petite caméra, ça faisait partie du geste. Et puis, il y avait ces caméras pièges aussi qui ont aussi gagné en puissance au fur et à mesure de la création du film. Je les avais posées chez moi. Et puis, en fait, en arrivant à Notre-Dame-des-Landes, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on voit à Notre-Dame-des-Landes, c'est des rencontres. En fait, tout le monde vient de se rencontrer. C'est pratiquement, on s'est rencontrés, même quand vous vous êtes assis autour de la table avec Anne-Christine, vous vous êtes serré la main et vous avez commencé à discuter. Et on sait ce que ça a donné beaucoup de choses depuis. Mais donc il y avait ça et puis ça. En fait, pour faire un film, pour moi, c'est vraiment tenir une vision et puis ramener tout ce qui peut arriver vers cette idée, vers cette vision. Et donc les caméras pièges. Ensuite, moi, j'avais commencé donc à les poser chez moi et puis on les a posées dans la forêt de Roanne, donc à Notre-Dame-des-Landes. Et puis, au fur et à mesure, je me disais alors il faut une lisière. Alors il nous faudrait et comme ça, on posait les choses au fur et à mesure de ce dont on avait besoin. Et puis avant le confinement, on avait presque fini une version du montage. Il n'y avait pas du tout d'image d'archives aussi. Et pas du tout d'image de violence policière, en fait. C'était comme ça, une vision un peu élégiaque de la ZAD. Tout était beau, tout le monde était gentil, il y avait des petits papillons, c'était super. Et puis le confinement est arrivé et on s'est dit... Alors c'est marrant parce que c'était il y a 2 ans, mais ça nous paraît vraiment il y a vraiment très très longtemps. Et on s'est dit, mais bon, les gens vont être prêts à voir l'opposition. Ils vont prêts à comprendre qu'est-ce que c'est que la violence. On va pouvoir montrer ces images-là. On peut aller un peu plus loin. Et donc, j'ai proposé aux gens de la ZAD. Évidemment, tout ce que j'avais tourné à la ZAD, c'était à chaque fois, je montais, je leur montrais ce que je faisais, on réfléchissait, est-ce que ça vous convient ? Qu'est-ce qui manque ? Est-ce qu'on rajoute ça ? Et ils étaient d'une intelligence et d'une humilité par rapport à mon geste. C'était merveilleux, quoi. C'était vraiment... Il y avait aucune... En tout cas, ils me disaient ce dont ils avaient besoin, mais jamais ça n'empiétait sur mon travail artistique. Mais voilà, à ce moment-là, je leur ai dit, mais est-ce qu'on rajouterait pas des images d'archives, des images de violence policière ? Et ils m'ont envoyé un disque dur et on a travaillé avec ces images-là. Mais donc les images les plus anciennes ont été rajoutées vraiment en dernier, ouais. Oui, c'est ça. D'accord. Si je peux rajouter quelque chose, tout le mérite du film, bien sûr, revient à Elisa. Et le film s'appelle La composition des mondes, mais c'est la composition du film qui est extraordinaire, puisque j'ai vu au fil des mois le travail que faisait Elisa derrière ça. C'est pas une table de montage, c'était une table électronique, disons, et j'ai découvert comment on fabriquait un film, en fait, à partir, comme vous l'avez dit, de très nombreuses heures de rush. Comment on rajoute tel ou tel... C'est un travail d'écriture ou de sculpture, peut-être. On rajoute des choses, on enlève des choses au fil du temps. Et pour moi, qui était complètement profane dans ce domaine, et la musique joue un rôle aussi important. Le son joue un rôle important, vous l'avez sans doute remarqué, en particulier dans l'effet
de donner une présence à des éléments non humains, en particulier de la végétation, caressée par le vent, qui tout d'un coup apparaît non plus comme un décor, mais comme un agent. Et ce genre de choses auxquelles Elisa est parvenue avec une très grande dextérité suscite mon admiration. Et donc je lui ai déjà dit, mais je tiens à le répéter. Et c'est vrai que c'est frappant quand on regarde le film, c'est tous ces inserts de petites fleurs qui volent devant dans les arbres, ces caméras pièges où on voit les animaux s'approcher. Il y a comme cette espèce de regard qui se crée entre eux et nous. Et il y avait quelque chose qui m'a aussi frappé dans le film, c'est cet effet un peu de déterritorialisation de Philippe Descola lui-même, parce que en fait le film aussi commence là où on vous attend presque le moins, c'est-à-dire en Île-de-France, où on vous associe à l'Amazonie, à l'anthropologie américaniste, etc. Et finalement, on vous filme un peu dans votre milieu naturel. Donc le Vésinet, où vous avez cette espèce de description du territoire. Et ça m'a fait penser à finalement l'un des grands mécanismes qui est décrit par beaucoup d'anthropologues, notamment ceux qui ont travaillé sur l'Amazonie, l'effet de symétrisation. Cette idée que c'est parce qu'on est allé très loin et qu'on a rencontré des gens très différents que l'on peut porter un regard très différent sur soi-même et sur le milieu dans lequel on vit. Et pour vos travaux qui ont porté à ce point sur la question de la perspective, je m'étais demandé finalement, est-ce qu'il y avait eu une sorte de seconde phase de symétrisation de se prendre à discuter comme ça de cet espace un peu étrange qu'est le Vésinet, qui est une sorte de campagne construite, et quel avait été finalement ce sentiment particulier? La symétrisation, elle est intrinsèque à l'ethnographie, c'est-à-dire que on part avec un outillage mental, des préjugés, des goûts musicaux, littéraires, en matière de peinture, etc. Et lorsque, comme c'est notre cas avec Anne-Christine Taylor, on se retrouve dans une population très lointaine et dont le mode de vie diffère complètement de celui auquel on était habitué, tout d'un coup on est plongé dans un monde tellement différent que on remet en question la plupart des habitudes et des valeurs et des idées sur lesquelles on s'était progressivement constitué. Il ne faut pas oublier non plus que les anthropologues, leur première expérience de terrain, elle se fait alors qu'ils sont assez jeunes. Ils ne connaissent pas grand-chose à la vie. La ville, ils l'approchent, comme c'est souvent le cas en Europe, dans le monde occidental, à travers la littérature d'abord, la poésie. Et puis tout d'un coup, ils découvrent dans des mondes nouveaux toute la gamme des passions humaines et des situations quelquefois les plus communes ou quelquefois les plus difficiles, comme si c'était la première fois. C'est là qu'ils découvrent la mort, la haine, la trahison, toutes ces passions sociales qu'on avait auparavant découvert dans la littérature et qui tout d'un coup s'animent sous nos yeux, mais avec des personnages qui sont sur une scène dont on ne comprend pas très bien les ressorts. Et toute la question d'essayer de comprendre comment cette gamme des passions, dont on n'a qu'une connaissance un peu superficielle et en tout cas littéraire, s'exprime dans des façons de faire qui sont très différentes de celles auxquelles on est habitué. Alors quelquefois il y a des parallèles. Chez les Achuar, j'ai eu parfois le sentiment de me trouver dans l'Iliade, par exemple, société de guerriers, et donc il y avait des morceaux d'Homère qui revenaient à la surface, si je puis dire, parce que c'était au fond les éléments qui me permettaient de donner du sens à ce que j'observais. Mais évidemment, le résultat de tout cela, c'est qu'on est complètement bouleversé dans ces certitudes dont on ne pensait même pas qu'elles étaient des certitudes au départ, dont on découvre qu'elles sont des certitudes et
et qu'elles vous ont guidé jusque-là, par, encore une fois, d'autres manières de faire. Certaines sont porteuses de valeurs que l'on trouve admirables, en particulier chez les Altschuar le sens de l'égalité, l'absence de mercantilisation, c'est-à-dire il n'y a pas de production marchande, il n'y a pas de salariat, et qui vous accompagne de telle façon que lorsque vous revenez, et beaucoup d'anthropologues vous diront que le retour dans leur milieu d'origine est la phase la plus difficile qu'ils traversent. Et lorsque vous revenez, vous vous rendez compte que le milieu que vous aviez quitté, même si vous n'aviez pas énormément d'illusions dessus, j'ai fait référence au fait que j'avais été un militant d'extrême gauche à l'époque, avant de partir sur le terrain. Donc j'avais lu Marx, j'avais lu les auteurs classiques, je savais ce que c'était que le fétichisme de la marchandise, mais lorsque j'ai observé le fétichisme de la marchandise en acte sous mes yeux, après en avoir été, si j'allais dire, privé pendant 3 ans, il m'est apparu avec une violence insoutenable. Et au fond, cette redécouverte de notre monde vu à travers le regard d'une population dont les valeurs sont très différentes ne m'a pas quitté depuis. Et le film en donne peut-être une image, et donne une image aussi du soulagement que j'ai éprouvé en découvrant, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout près de chez moi, d'autres façons de vivre qui étaient en fait plus en accord avec non seulement ce que j'avais observé, mais ce que je crois être la bonne façon de vivre, d'habiter la Terre. Justement, là on entre dans le cœur du sujet. Ce qui ressort du film, c'est ce parallélisme entre les observations que vous avez faites en Amazonie ou dans d'autres pays, dans vos écrits, et ce que, Elisa, vous avez trouvé et filmé dans la ZAD. Il y a ces moments avec les éleveurs qui sont extrêmement frappants, notamment du fait de leur complexité, parce que effectivement, c'est un mot qui revient très souvent dans le film, c'est qu'il n'y a ni idéalisation ni sacralisation du non-humain, mais qu'on est dans une approche assez pragmatique qui parfois peut paraître paradoxale, le moment où on va couper plein d'arbres, peut-être soit parce qu'on en a besoin pour construire une maison, soit pour revigorer la forêt, ou ce moment assez incroyable avec l'éleveuse qui nous dit qu'elle mange les bêtes qu'elle élève. Et je dis ça parce que l'endroit dans lequel on se trouve, habituellement, dans le cours de l'exposition, il y a ce film qui s'appelle Au Peixe, où on voit des pêcheurs en Amazonie. C'est un faux rituel inventé par l'artiste Jonatas de Andrade, mais qui pêche des poissons et ensuite il laisse les poissons mourir dans leurs bras à force de caresses, de murmures, de baisers, renvoyant au fait que bien entendu pour vivre il faut prendre des vies, que l'on soit végétarien ou carnivore, on prend toujours des vies, végétales ou animales, mais ça n'empêche pas des liens extrêmement forts. Et dans le film il y a cette phrase qui a frappé mon attention, c'est « j'ai une sensation proche du cannibalisme ». Alors qu'elle parle bien de bêtes qu'elle élève qui ont a priori n'ont rien d'humain. Et je voulais savoir en fait ce qui est aussi dans ce que vous aviez pu chercher dans ce film, de faire émerger ces rapports complexes-là, parce que souvent les gens qui ne connaissent pas la ZAD, voilà, ont cette vision très romancée, et comme ils le disent eux-mêmes, quand ils sont arrivés, ils avaient cette vision très romancée. Comment rendre finalement cette complexité ? Question pour vous. Et pour vous, est-ce que vous avez été finalement surpris de ces parallélismes improbables entre la forêt de Roanne et l'Amazonie ? Alors, je veux dire que pour moi aussi, c'était vraiment un soulagement de découvrir la ZAD. Comme Philippe, j'ai partagé ça. Et justement, cette complexité-là était un soulagement. C'est-à-dire de voir qu'ils acceptaient de vivre toute la conflictualité, toute la contradiction qu'on a juste tout simplement à vivre, quoi. C'était vraiment cette intelligence politique là qui m'a bouleversée, et la grande rigueur, et aussi vraiment une rigueur ils sont, c'est ce que tu dis, c'est des gens qui aiment leur territoire,
mais qui sont ouverts en fait. Donc on est très très loin de ce à quoi on est habitué. C'est des lieux profondément antifascistes en fait. Donc ça c'est un grand soulagement. Et moi cette complexité, oui, c'était je ne suis pas végétarienne. Je pense que justement on a besoin de déhiérarchiser, mais de déhiérarchiser absolument tout. Et donc j'étais très heureuse de pouvoir rendre en fait cette complexité en fait, et qui en fait justement je pense que c'est dans cette complexité qu'on peut trouver une forme de souplesse et qu'on peut réussir à se transformer en fait. Et c'est en acceptant ça, en acceptant le trouble, donc, ce dont parle Donna Haraway, qu'on peut, je pense, réussir à marcher comme ça sur cette ligne de crête et à partager des relations différentes. Voilà. Et donc j'avais besoin de rendre en fait cette complexité-là, c'était ce qui avait de plus important. Après, bon, on passe aussi quand même très rapidement dessus. Ça a été pour eux très violent aussi parce que au moment en fait de la légalisation, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas envie en fait. Voilà, c'est ce qu'ils racontent entre sacralisation, quand il y a des gens qui ne voulaient pas du tout qu'on touche à ça. Et comme c'est justement des gens qui sont extrêmement dans le dialogue, ils ont passé énormément de temps à discuter avec les autres pour savoir comment on faisait pour accepter les différences, en fait. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un lieu où les relations sont organisées de façon très différente, mais qui n'échappe pas aux passions humaines, en fait. Et c'est ça qu'il faut dire aussi. C'est pas un lieu de paradis, en fait. Ils sont pas tous d'accord. Ils sont pas tous d'accord. Il y a de la conflictualité et il y en a partout. Il y a un chaman inuit qui s'appelle Ivalwarjuk, qui était le grand collaborateur de Rasmussen, l'anthropologue spécialiste des Inuits, qui disait le grand péril de l'humanité, c'est que notre alimentation est essentiellement composée d'âme. Et je pense qu'il suffit pas on n'a pas besoin d'être animiste pour comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que dans le cas présent, effectivement, chez les Inuits, comme chez les Achuar, comme dans beaucoup d'autres populations dans le monde, les non-humains ont une intériorité, une subjectivité, un esprit, etc. Et donc, lorsqu'on les consomme, on consomme une partie de cette subjectivité et ça vous rend malade. Et c'est à ça que servent les chamans, justement, c'est à vous décontaminer de cette absorption quasi clandestine ou discrète, en tout cas de la subjectivité animale. Mais c'est quelque chose qui va au-delà, au fond, de la perception qu'ont des populations non modernes qui doivent, au jour le jour, négocier leur subsistance avec des plantes et des animaux qu'ils consomment et qu'ils considèrent en même temps comme des partenaires. Même chez les Achuar, même le manioc est une sorte d'ennemi. Le manioc est pourtant la plante omniprésente dans les jardins, puisqu'il est réputé par ses feuilles sans sucer le sang des humains, en particulier des nourrissons. Comme ce sont les femmes qui travaillent dans les jardins, les nourrissons, ils sont très exposés, et l'anémie des enfants, qui est commune, est en particulier imputée au manioc. Donc il y a toutes sortes de mesures qui sont faites pour donner du sang de substitution au manioc pour éviter qu'il s'attaque aux enfants. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si on est dupe véritablement de ces rituels qui permettent de renvoyer la faute vers autrui, mais c'était très courant aussi dans la France paysanne, et ça l'est encore en partie si je suis le dernier livre de Charles Stepanov sur l'animal et la mort, sur la chasse, d'imputer à des animaux domestiques une faute lorsqu'on va les mettre à la casserole, par exemple. Je pense en particulier à la volaille. Donc il s'agit d'expulser une partie de sa culpabilité. Et on le fait de différentes façons. Les animistes le font d'une certaine façon et nous le faisons d'une autre. Mais d'une manière générale, ça n'est jamais une chose simple que de prendre une vie et de se l'incorporer, c'est-à-dire la prédation, c'est-à-dire la conscience qu'un autrui est nécessaire à ma propre existence et que je dois le détruire pour en faire une partie de moi-même.
est quelque chose qui, un peu partout, a des effets dans la vie sociale, et y compris chez nous. Donc ce parallélisme, en fait, est intéressant à souligner parce qu'il montre que, à la fois dans des techniques paysannes traditionnelles comme celles qui sont pratiquées à Notre-Dame-des-Landes, mais aussi ailleurs, y compris d'ailleurs dans l'élevage industriel, il y a une violence qui est faite et qui est terrible dans le cas de l'élevage industriel à ceux qui le pratiquent, pour surmonter au fond ce rapport d'identification spontanée qu'on a avec des non-humains. Je me souviens qu'une psychologue qui avait travaillé sur ces questions dans les années 70 et qui avait fait des enquêtes précisément dans la France de l'Ouest au moment où commençait le début de l'industrialisation de l'élevage, racontait les cauchemars récurrents que faisaient les éleveurs lorsque précisément ils n'avaient plus un rapport individualisé avec leurs bêtes, mais avec une série au fond avec des mécanismes d'automatisation de la nourriture, de la traite, etc. Et en particulier, ce qui se passait avec le lisier, il faisait un rêve récurrent, était le rêve de la noyade dans le lisier, par exemple. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très caractéristique, de se poser ce genre de questions. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des parallélismes effectivement tout à fait frappants. Peut-être pour extrapoler sur ces questions-là, le film pose des paysages comme ça sur les mots. C'est des paysages qu'on connaît bien ici, c'est ceux de l'Île-de-France. On a l'impression que c'est pris depuis le RER, on voit la Seine, on voit les industries, on voit toutes ces choses-là. Et finalement, les questions de décentrement ou les questions de combat politique, elles ont un objet qui est le même, alors qu'un objet qui a plusieurs visages, c'est celui de la modernité. Cette idée que finalement on est dans ce filtre-là qui nous a appris à désigner les choses telles qu'on le fait. Et peut-être, parce que je ne sais pas si tout le monde est absolument spécialiste, mais repréciser ce que vous avez appelé le naturalisme, et qui finalement aussi ce qui est présenté dans le film. Cette façon de séparer les humains et les non-humains et la nature et la culture. Parce que le film ouvre sur cette phrase qui peut paraître assez démentielle et qui, je pense, nous a tous happés quand on est rentré dans votre travail, c'est le fait que la nature n'existe pas. Et peut-être, si vous pouvez revenir sur cette question et sur ce qui fonde le naturalisme. Ça, c'est Pessoa qui dit que la nature n'existe pas, et je lui ai repris. Ça, c'est la grâce des poètes, c'est de découvrir des choses qu'un intellectuel et un chercheur mettraient longtemps à trouver et qui lui viennent avec une grande facilité, peut-être, sous la plume. Le naturalisme, c'est quelque chose qui m'a frappé sur le terrain, c'est-à-dire lorsque je me suis tourné vers mes outils intellectuels et que je me suis rendu compte que la façon dont les Achuars percevaient leur rapport de continuité et de discontinuité avec les non-humains d'une façon inverse de la nôtre. Pourquoi ? Parce que ils avaient tendance à voir dans la plupart des non-humains des personnes, comme je l'ai dit, dotées d'une intériorité avec lesquelles on pouvait communiquer dans certaines circonstances, notamment dans les rêves, mais aussi en leur chantant des incantations qui agissaient directement sur leur intériorité. Et donc on pouvait vivre dans un rapport d'intelligence et d'interaction quotidien avec des non-humains. Et au début, j'avais du mal à comprendre, même si j'avais lu ça dans des monographies ethnographiques depuis longtemps. J'avais lu ça pour commencer chez Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Les anthropologues et les sociologues ne cessent de parler de ça depuis plus d'un siècle. Mais voir des gens au quotidien le faire, c'est complètement différent. C'est-à-dire, moi, je voyais ça comme une sorte de théologie, au fond, de ce que j'ai appelé ensuite l'animisme, alors qu'en réalité, c'est une façon quotidienne de percevoir des accroches dans les rapports avec les êtres qui sont différentes des accroches que nous établissons, nous, dans les rapports avec les êtres.
Et donc cette accroche, elle consiste à déceler des intentions, des capacités dans certaines circonstances de communiquer dans des êtres qui pour nous sont des animaux-machines ou des choses ou des objets. Et parallèlement, les Achuar considéraient, et c'est ce que je dis dans le film, que les formes de vie, chaque forme de vie était caractérisée par des dispositions propres qui les raccrochaient à des éléments du monde. Autrement dit, comme je le dis dans le film, le monde d'un chat n'est pas le monde d'un rouge-gorge, même s'ils se croisent à certains moments, parce que leurs dispositions physiques sont différentes, leurs modes de locomotion sont différents, et ils ne se retrouvent finalement que dans la grande chaîne trophique qui fait que les uns s'alimentent des autres. Et donc, cette façon de voir les choses était exactement l'inverse de celle que j'avais amenée avec moi, et qui était fondée, au contraire, sur l'idée que seuls les humains ont une intériorité, ont des capacités cognitives et morales, mais qu'en revanche, leurs dispositions physiques les rattachent à un grand continuum qui est celui de la nature, parce qu'ils sont soumis aux lois de la chimie, de la physique, de la biologie, etc. Et donc, dans les deux cas, dans le cas du naturalisme et dans le cas de ce que j'ai appelé ensuite l'animisme, des continuités, des discontinuités entre humains et non-humains sont perçues, mais les frontières ne passent pas au même endroit, elles sont même croisées. Et donc le naturalisme, c'est cette idée de l'exceptionnalité humaine, et je l'ai appelé naturalisme pour mettre l'accent sur le fait que, précisément, sa caractéristique la plus visible, c'est le fait que, contrairement à toutes les autres civilisations, nous, Européens, il y a quelques siècles, avons décidé de nous isoler de la nature, conçue comme une totalité sur laquelle nous pouvons agir, dont nous pouvons comprendre les principes et les lois, dans laquelle nous pouvons nous réfugier aussi à partir du romantisme pour en apprécier les beautés. Et cette attitude est quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Et elle a donc c'est une attitude, c'est une façon de composer un monde, justement, donc de détecter certaines caractéristiques dans le monde auquel on va donner une certaine saillance, une pertinence, et le construire en système. Qui l'a construit en système? Eh bien, les philosophes, les intellectuels, qui ont constitué une sorte de cosmologie à l'intérieur de laquelle les sciences se sont développées, la mathématisation du monde, et qui a aussi eu pour conséquence, en transformant les non-humains en des ressources, à rendre possible un emballement de ce qu'on pourrait appeler l'exploitation de la nature, c'est-à-dire du capitalisme industriel, avec toutes les conséquences que nous connaissons à l'heure actuelle. Autrement dit, le naturalisme est une condition de possibilité du capitalisme. C'est pour ça que lorsqu'on parle de capitalocène plutôt que d'anthropocène, la formule me paraît juste, est une condition du capitalisme. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est une condition importante. Je ne pense pas que le capitalisme aurait pu émerger dans un monde où la nature n'était pas une extériorité par rapport aux humains. Et pour continuer sur cette question-là, ça émerge dans le film. Finalement, vous avez filmé le naturalisme et vous avez filmé sa déconstruction ou sa tentative de déconstruction. Et comment on arrive à faire ça? Comment on peut le tenter, en tout cas? En montrant, en tout cas là dans le film, en montrant comment ça se passe quand on veut habiter différemment au sein du naturalisme, et du coup comment les frottements, me semble, font apparaître en fait les limites, quoi, et les impossibilités. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de produire. En fait, c'est extrêmement compliqué, je pense, pour nous, d'imaginer un monde qui soit différent, de recomposer un monde différent.
à tel point toutes nos institutions, tout est fabriqué, voilà, tout est fléché, le droit, tout est fléché de cette façon-là. Donc c'est un exercice très très compliqué. Ça demande vraiment une plasticité du cerveau complexe. C'est à la fois très simple et en même temps c'est un exercice à refaire chaque jour. Moi même quand j'entends Philippe exposer ses idées, à chaque fois, je comprends des nouvelles choses, en fait. Tellement c'est à la fois extrêmement simple, mais en même temps, comment c'est à la racine de notre cerveau, enfin, ce que Philippe appelle les systèmes de mondiation. C'est-à-dire comment on se relie au monde et à tout ce qui n'est pas nous, en fait. Et ce qu'on choisit de voir ou de ne pas voir, et comment on ordonne. Vous parliez de complexité tout à l'heure, mais comment on essaye de comprendre ce qu'on appelle le réel, quoi, qui est voilà, les sortes de clés qu'on essaye de faire pour organiser les choses. Donc voilà, déjà première chose. Ensuite, il se trouve que c'est quand même un médium. Le cinéma, et particulièrement le cinéma animalier, c'est le royaume du naturalisme. Enfin, déjà, cette technologie est une technologie vraiment, c'est la modernité, mais en plus. Le cinéma s'efforce de faire exister la nature, comme la peinture l'a fait. Mais aujourd'hui, le cinéma animalier, la façon dont on filme les non-humains, c'est absolument juste une façon. On fait exister la nature. On efface absolument tout ce qui est humain. De la trace, dans l'image, tout est effacé. On filme les animaux d'une façon que même l'œil humain ne peut pas voir, mais sans faire surgir de magie, je dirais. Disons dans une sorte de technologie. En plus, on raconte des récits là-dessus, effectivement, extrêmement, voilà, qui avancent comme ça au gré de nos envies sur les animaux, mais qui racontent quand même toujours la même histoire. Des histoires de prédation, des histoires de reproduction. Voilà, je veux dire, tout est. Donc en fait, c'était pas si difficile finalement de faire surgir autre chose que le naturalisme. Moi, c'est vraiment ce que je voulais faire, c'était essayer de faire surgir, de proposer en fait d'autres imaginaires de façon très modeste. Mais donc en fait, si on se décale un tout petit peu, si on essaye de regarder ce qu'il y a autour de nous comme des personnes, d'avoir une forme de regard à égalité. Et d'utiliser la poésie en fait et de voir comment on est tous pris dans ce réseau qu'on appelle l'anthropocène, ou enfin moi je trouve c'est un mot très compliqué à utiliser, le capitalocène, il y a le cthulhucène aussi. Voilà, comment on est tous pris dans un réseau d'infrastructures qui soit en béton, en métal ou virtuel. Mais voilà, et donc tout ce qui est sur cette planète, tout ce qui est non humain est pris là-dedans. Donc voilà, déjà montrer ça. Et puis redonner une place, une agence, une place de sujet aux non-humains. Alors, je peux compléter un peu. Encore une fois, je trouve que Elisa a très bien réussi ça dans son film parce que la comparaison avec les documentaires animaliers est intéressante puisqu'ils anthropomorphisent en fait les animaux en essayant, comme c'est le cas d'une grande partie de la peinture au XIXe siècle, on a beaucoup célébré Rosa Bonheur, mais une des caractéristiques de la peinture de Rosa Bonheur, c'est de montrer les animaux pour susciter le sentiment qu'ils sont comme nous. Ah, le regard de ce lion ou le regard de cette vache, c'est un regard presque humain. Donc ça, c'est de l'anthropomorphisme. Et en fait, l'attitude des Achuar ou des Inuits, ou ce que parvient à réaliser Elisa dans son film, c'est pas d'anthropomorphiser les non-humains, c'est de montrer qu'ils sont des agents, mais qu'ils sont des agents d'une radicale altérité. Ils sont très très différents de nous, bien sûr, et ça, on en a conscience. C'est pas parce qu'un chasseur Achuar va parler en rêve avec un singe hurleur qui se présente à lui sous une forme humaine, qui est de l'anthropomorphisme. C'est un agent, et donc pour pouvoir communiquer, il a besoin effectivement d'avoir un interlocuteur qui a une apparence et qui manie le langage qu'ils sont réputés avoir en commun. Mais c'est pas de l'anthropomorphisme, c'est une façon de traiter des non-humains comme des agents en les mettant, en les prenant comme des alter-ego. Et c'est ce que tu fais dans le film. Alors, peut-être une
dernière question, parce que je vois que l'heure tourne et puis qu'on est déjà en train de dépasser. Et j'aimerais que vous ayez le temps aussi d'adresser vos questions ou vos remarques. Une question un peu générale, c'est que quand vous décrivez l'avancée du naturalisme, il se produit d'abord dans les images. Il y a ce temps très long. C'est un temps très long de formation entre le XIVe siècle jusqu'à un ébranlement, si on suit les formes du Vésible, au cours du XIXe siècle. Ce qui veut dire qu'on peut peut-être espérer sortir à plus ou moins court ou long terme de ce naturalisme, et que finalement les formes de protestation qui ont lieu actuellement en sont aussi des témoignages. Le slogan de Notre-Dame des Loms, c'est « Nous sommes la nature qui se défend », ce qui est un terme assez fort d'identification à un territoire. Et finalement, c'est une question en deux volets, à la fois pour la cinéaste et l'analyste attentif des images. C'est peut-on voir déjà poindre quelque chose dans les formes artistiques, et qu'espérer pour le futur de ces prises de position auxquelles vous êtes associés, puisque vous êtes tous les deux associés au mouvement des soulèvements de la Terre, qui a été qualifié par le ministre de l'Intérieur, que je ne ferai pas l'honneur de nommer, comme une forme de terrorisme intellectuel ou d'écoterrorisme. Voilà. Est-ce qu'on est quelque part? Est-ce qu'on est pas si loin? Est-ce qu'on est très loin? Et qu'espérer? C'est la question principale. Que faire, comme dirait l'autre? C'est Lénine qui dit ça. Oui. Pour les images, finalement, ça n'a pris que 2 siècles. Hein, c'est-à-dire, c'est le début du XVe, dans les images, en particulier, qui m'ont beaucoup frappé de l'Europe du Nord. Et les premiers textes qui sont vraiment d'inspiration naturaliste, je pense en particulier au dialogue sur les 2 systèmes du monde de Galilée. Et donc on a à peu près 2 siècles, un peu plus de 2 siècles, avant que ce que des imagiers avaient entrevu et rendu visible dans leurs images, et puis la thématisation dans des textes par des philosophes, des savants, etc. Ce qui se passe en ce moment, effectivement, c'est une dissolution qui a commencé avec le cubisme, c'est-à-dire avec l'abandon de ce qu'on pourrait appeler le monoperspectivisme. Les images du XVe siècle ont ceci de particulier qu'effectivement, elles visent à émuler la vision humaine en décrivant des objets ou des scènes à partir d'une seule perspective, qui sera ensuite, un peu plus tard, en Italie du Nord, construite selon la perspective monofocale qui renforce cette impression d'un sujet qui construit le monde par la position dans laquelle il est placé, et il le construit de façon mathématique en l'ordonnant sous ses yeux. Cette façon de voir les choses est absolument exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, où domine au contraire, et dans les sociétés contemporaines, où domine le polyperspectivisme, c'est-à-dire des techniques iconiques qui visent à figurer des objets du monde en présentant sur ces objets différents points de vue. C'est ce que, encore une fois, Braque et Picasso ont fait au début du XXe siècle, et ont donc interrompu par ce geste un mouvement qui avait duré presque 5 siècles. Donc on rentre à cette époque, dans les années 20 du XXe siècle, dans une façon différente de figurer, qui n'a cessé de se développer au fil du temps, parce qu'elle cherche à échapper précisément à cette obsession naturaliste qui est l'émulation de la vision humaine, à partir d'un seul point de vue. Et il me semble que dans l'exposition, vous avez eu la gentillesse de nous faire visiter tout à l'heure, et il y a plusieurs artistes qui figurent ça de façon tout à fait... qui poursuivent en quelque sorte cette façon de voir les choses.
mise en branle par le cubisme, en ce sens que le code académique du naturalisme est complètement éclaté chez eux, puisque ce qu'ils montrent, ce sont des assemblages de choses qui sont difficiles à identifier et qui, en tout cas, ne peuvent pas être réparties de part et d'autre de l'axe de la nature et de la culture. Ce ne sont pas des humains, ce ne sont pas des objets naturels, ce sont des objets naturels chez lesquels on peut pressentir un comportement intentionnel, par exemple. Je pense à la grande fresque visuelle de Chamberada. Voilà, dit Chamberada. Et je pense aussi à un artiste que je trouve très intéressant, qui est Pierre Huyghe, qui a, avec beaucoup de talent, fait éclater ces barrières dans plusieurs de ses installations, de ses films, puisque au fond, ils introduisent du trouble dans nos catégories. Vers quoi ce trouble se dirige-t-il? C'est une autre affaire. C'est-à-dire que c'est rétrospectivement qu'on peut voir dans les images d'un Robert Campin, par exemple, ou d'un Van Eyck, les prodromes du naturalisme. Et peut-être que dans un siècle ou deux, on verra dans tel ou tel artiste contemporain les prodromes de quelque chose de nouveau. Mais c'était horriblement difficile de faire ça quand on est un contemporain. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le dualisme de la nature et de la société a disparu de beaucoup des œuvres des imagiers contemporains, et que c'est un symptôme de ce que précisément les frontières sont maintenant brouillées. Alors de l'autre côté, du côté politique, disons, vers quoi se dirige-t-on? On se dirige à l'évidence vers des poches de refus des conséquences politiques et économiques du naturalisme. Et lorsque la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est exemplaire, mais il y a d'autres territoires alternatifs en Europe du même type, qui ne se définissent pas toujours d'ailleurs comme des ZAD, ou ailleurs dans le monde, à travers un phénomène qui est très intéressant en ce moment, qui est celui des luttes autochtones contre les menaces de spoliation territoriale, qui sont incessantes partout, et qui sont intéressantes parce que les arguments qu'emploient les autochtones, un peu de la même façon que j'évoquais celui de la communauté amérindienne qui demande à ce qu'un territoire soit protégé du fait des relations tout à fait originales qui s'y déploient, développe une imagination politique qui combine à la fois une façon traditionnelle de voir le rapport au territoire et des arguments dont ils espèrent qu'ils peuvent être entendus par les puissances auxquelles ils s'adressent. Et c'est cette forme d'hybridation qui est intéressante dans ces luttes autochtones et qui sont intéressantes aussi, me semble-t-il, dans les territoires alternatifs comme Notre-Dame-des-Landes, lorsque ils disent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes la nature qui se défend, c'est-à-dire qu'ils prennent sur eux une identification avec un territoire de telle façon qu'ils se présentent comme des éléments d'un collectif plus vaste dont ils portent la voix et dont ils ne sont qu'un élément parmi d'autres. Et ça, c'est une façon de lutter contre une forme d'anthropocentrisme qui est caractéristique du développement de l'appropriation des communs, qui va toujours des humains vers les non-humains, et qui est fondé, dans le cas des zadistes, encore une fois, sur la volonté de montrer des égards vis-à-vis des lieux et des êtres qui vous accueillent et vis-à-vis desquels on a des devoirs. La notion de devoir est importante.
On dit toujours, la tradition kantienne nous habitue au fait qu'on a des devoirs que vis-à-vis des autres humains, mais on a aussi des devoirs vis-à-vis des non-humains, on a des devoirs vis-à-vis de la Terre, on a des devoirs vis-à-vis du monde qui nous accueille. Même question. Je rejoindrai Philippe dans le sens où il me semble que moi je vais déjà à partir de qu'est-ce que c'est que une posture d'artiste. J'ai l'impression que on a besoin de mettre l'idée de la relation en fait au centre. Plus que j'espère que je vais réussir à être claire, mais plus que l'idée d'une forme d'artiste démiurge donc tout viendrait à partir de son cerveau et qui soit un créateur, voilà, comme ça, absolument total. Je pense que, et on l'a vu dans l'exposition qu'on a visitée ensemble, je pense que c'est important maintenant de réussir à intégrer et à comprendre que on est traversé par des histoires, par des envies, qu'elles ne nous appartiennent pas totalement en fait, et qu'on les partage. Et que c'est important de reconnaître ça. Et ça, voilà, le monde de l'art ne l'a pas forcément encore totalement reconnu. C'est pas ça qu'on voit, qu'on regarde. C'est plutôt cette posture-là qui est plutôt une posture d'effacement. Elle est pas encore très reconnue. Et pour moi, ça rejoint aussi justement. Par exemple, le geste que j'ai fait dans ce film, qui en plus aujourd'hui prend encore une importance parce qu'il permet de montrer pourquoi les gens se battent. Je n'en suis pas. J'ai posé une intention, j'ai voulu raconter quelque chose et le monde m'a permis de raconter une histoire. Mais voilà, je n'en suis pas totalement la créatrice. C'est un geste. C'est comme si j'étais un chef d'orchestre et je permettais à des choses, à des événements, des relations, des idées de pouvoir de se sublimer à travers un geste artistique, mais je n'en porte qu'une très petite responsabilité en fait. Et il me semble que ça c'est une mutation dont on a besoin dans dans l'ensemble de nos vies en fait. Et donner de la valeur aux relations avant de donner de la valeur à un individu, quoi. C'est ce que dit Philippe il me semble, voilà, quand tu parles de la communauté de Sarah Yacoub qui donne qui veut faire reconnaître les relations. Après, voilà, je pense que ça va être encore très long. J'ai la sensation qu'il y a aussi cette idée que se dire que on est maintenant proche des luttes autochtones, c'est aussi dire que la colonisation maintenant est à l'intérieur même de nos territoires en fait. Donc que la prédation elle est aussi ici et qu'elle est encore plus violente et qu'elle va être encore plus violente et que les espaces de liberté vont se réduire. Je suis désolée, je suis pas très positive, mais ce que je veux dire c'est que il faut qu'on fasse très attention parce qu'il nous reste encore des choses, il y a encore des espaces, il y a encore de la vie, mais on peut aussi les perdre très vite et il faut beaucoup de vigilance, je pense. Laisser faire avec les autres, c'est la Saint-Poïès de Donna Haraway. Je vous propose de laisser faire avec les autres et de faire circuler un micro ou une parole. J'imagine que les questions, les remarques... Alors, je pense que voilà, on a quelqu'un qui très gentiment, de l'équipe d'accueil que je salue, va faire circuler le micro. Oui, merci et merci pour félicitations pour ce film. Simplement, je suis surpris qu'un film aussi puissant que je ne l'ai pas vu à la télévision. Est-ce que c'est parce que je ne regarde pas les bons programmes, les bonnes chaînes, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons selon vous? Alors, c'est pas facile de faire exister un film comme ça. Déjà, c'est un tour de force qu'on a réussi à le faire en réalité. Parce que ce que disait Nicolas, c'est que en fait, c'est un film qui est très hybride aussi formellement, et que les films, aujourd'hui, la production, c'est des boîtes, et que voilà, celui-ci rentrait pas forcément dans une boîte, que c'est aussi très compliqué de faire des films politiques et de les faire exister.
Voilà, moi, il était quand même à la télévision, mais sur une version plus courte. On a eu la chance d'avoir un super partenaire qui est TV5 Monde, qui nous a permis de faire ce film. Mais voilà, ça reste une petite audience, oui. Mais en tout cas, merci d'avoir eu envie de voir ce film. Il me semble que c'est un sujet qui est assez important. Mais à la fois, il remet en question quelques petites choses. Oui, merci donc à tous les trois pour cet exposé. C'est vrai qu'on est assez surpris, professeur, de vous voir dans ce rôle engagé politique. Pour revenir sur votre travail, qui est aussi un travail un peu comme Picasso et Braque, de déconstruction, puisque vous êtes quand même attaqué l'école de Lévi-Strauss en démolissant les concepts de nature-culture, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'au final, bon, même si moi je considérais que les zadistes sont l'inverse des achards, je m'explique, chez les peuples que vous avez étudiés, qu'on qualifie à tort de primitifs, on considère que la nature, elle est sacrée au final. Elle est sacrée, elle est presque divinisée. Vous avez travaillé sur l'animisme. Et le point de communion avec la nature, c'est qu'il y a cette forme d'altérité, de dépassement, de quête et de respect. Lorsqu'on est sur le film-là, c'est un peu tout l'inverse. C'est une forme aussi presque cartésienne et absurde de domination ou sous couvert de nature que finalement on profane à sa cause. Eh bien, au final, on ne la respecte plus. Donc moi, ce que j'aurais voulu savoir aujourd'hui, enfin, en tant que chercheur, c'est quel est le rapport de l'humain à la nature en tant que sacré. On se rappelle, vous dites que c'est une forme assez moderne et romantique, vous citiez Pessoa, on aurait pu parler de Rousseau ou d'Hölderlin, on aurait pu tout simplement citer Platon, qui disait « mais connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature et les dieux ». Cette dimension-là, spirituelle, mystique, anagogique, on la voit assez peu. Est-ce à dire que l'homme aujourd'hui, l'homme occidental, s'est totalement désacralisé de ce qu'était la nature, puisque vous en faites finalement vous parlez d'une nature qui n'existe pas ou qui n'est pas, qui est contingente à l'homme. Voilà, c'était plutôt cette approche-là que j'aurais voulu voir un petit peu explicitée en fait. Parce que c'est vrai que c'est assez ébouriffant de vous voir dans ce rôle-là. Et c'était vraiment le chercheur que j'aurais voulu voir expliquer. Merci. D'abord une remarque à propos de Lévi-Strauss. Je n'ai pas... je m'inscris tout à fait dans la démarche structuraliste, même si j'ai pu mettre en question l'usage que Lévi-Strauss fait de l'opposition entre nature et culture. Il en fait des usages très différents d'ailleurs, donc il n'y a pas un seul usage, et il écrit quelque part, il en fait un usage plutôt méthodologique qu'ontologique. En revanche, ma façon de procéder est très inspirée par la méthode structuraliste qui est fondée sur une chose très simple, à savoir que le monde est composé de différences et qu'aucun phénomène n'a de sens en lui-même, mais il n'a de sens qu'en contraste avec un autre phénomène. Voilà, donc j'ai toujours travaillé ainsi, et donc je m'inscris tout à fait dans la continuité de la démarche lévi-straussienne. Alors, la sacralisation de la nature, pour qu'il y ait sacralisation, il faut que la nature existe, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une extériorité et qu'on va investir de valeurs qui sont tout à fait singulières. Et donc, les Hachoirs ne sacralisent pas la nature. Pour qu'il y ait une sacralisation de la nature, il faudrait que la nature soit pour eux comme une totalité vis-à-vis de laquelle ils rendent un culte, alors qu'en réalité, c'est une culture de l'immanence, hein, c'est-à-dire dans laquelle les non-humains, les esprits, sont au jour le jour des partenaires d'interaction quotidienne. C'est pas de la sacralisation, ça. Ça veut dire que la sacralisation, ça consiste, si on suit Durkheim en tout cas, à considérer que certaines choses, par opposition aux choses profanes, sont des choses à part. Ce sont des lieux ou des êtres qui sont tout à fait singuliers et vis-à-vis desquels on a un comportement tout à fait à part. Les Hachoirs, les Inuits et bien d'autres ont vis-à-vis des non-humains le même type de comportement que vis-à-vis des humains. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucune sacralisation.
Quant à l'inverse, ce que vous décrivez comme ce que vous avez perçu dans la ZAD, je crois que c'est un peu dommage parce que le film ait donné cette impression, parce que les deux éleveuses qui sont montrées là, effectivement, elles ne sacralisent, elles n'objectivent pas en quelque sorte comme des choses les animaux qu'elles élèvent. Elles s'identifient profondément à eux, et en même temps au milieu au sein duquel ils sont élevés. Donc de ce point de vue-là, il y a une certaine continuité, en ce sens que les rapports avec les non-humains qui se déploient au sein de la ZAD sont aussi complètement immanents par rapport à une sacralisation qui serait de l'ordre de la transcendance, effectivement, c'est-à-dire de l'extériorité, de la différence entre les humains et puis une totalité en partie abstraite qu'on peut appeler la nature ou la divinité. Voilà ce qu'on peut répondre en première approximation, mais c'est une question qui mérite de très long développement. Dernière question, s'il y en a une. C'est une question à Philippe Descola. Un moment dans le film, j'ai compris que vous disiez qu'il conviendrait d'individualiser au sein d'un troupeau ou au sein d'un champ de blé chacun des individus. Et pour moi, ça veut dire être capable de nommer chacun des épis de blé qu'on voit ou chacun des moutons. Et j'ai été très surpris par cette remarque parce qu'il me semblait que la première démarche scientifique consiste au contraire à faire les classes les plus probantes et à essayer de faire un regroupement et non pas de traiter individuellement. Vous pourriez faire un commentaire ? Oui, alors c'est pas du tout une démarche scientifique. Ce que j'appelle le traitement horticole des non-humains, c'est une façon de traiter les non-humains. C'est un grand savant, malheureusement très peu connu, qui s'appelle Georges-André Audricourt, qui avait mis cela en évidence il y a quelques années, qui était à la fois un ethnobotaniste et un linguiste. C'est le traitement horticole, ça consiste à traiter les non-humains de façon individuelle. Alors si vous faites la différence entre un jardin de polyculture tropicale tel qu'on en trouve à peu près dans toute la ceinture intertropicale, qui combine des espèces très différentes, c'est une sorte de mélange de verger et de potager. Ce qui compte, c'est que de ménager à chaque plan une situation qui lui permettra de s'épanouir vis-à-vis des autres plans et en fonction aussi du type de protection qu'il peut recevoir. Donc on va reproduire dans les jardins la stratification en 3 étages de la forêt primaire, de façon à protéger les plantes les plus moyennes et basses de l'insolation et du lessivage par les pluies. Et de la même façon, on va traiter les animaux comme des individus, c'est-à-dire les animaux qu'on chasse, ce sont des sujets vis-à-vis desquels on va mener des négociations. Alors c'est des négociations qu'on mène en rêve ou dans des incantations, à la différence, par exemple, du berger qui va traiter le troupeau de moutons. Et alors là, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a une tradition, effectivement, en Europe de traiter les non-humains comme des collectifs. Le troupeau de moutons que le berger va conduire, dont il va déterminer les points d'eau, qui va porter les agneaux nouveau-nés, etc. C'est-à-dire qu'il va exercer une action directe sur les non-humains pour les conduire dans la bonne direction. Et ce qui est intéressant, c'est que du point de vue de la philosophie politique, cette métaphore du souverain comme le bon pasteur s'est imposée, que ce soit dans la Bible ou dans la philosophie politique. On trouve ça chez Aristote, par exemple, et continue d'ailleurs à avoir une certaine vigueur à l'heure actuelle. Le souverain, c'est celui qui conduit le peuple comme le berger, en ayant
responsabilité de le mener vers son accomplissement le plus grand. Alors que dans le traitement horticole, c'est-à-dire le traitement individualisé des plantes et des animaux, ce à quoi l'on cherche à parvenir, qui est très caractéristique des formes politiques qu'on trouve en Amazonie ou en Mélanésie, c'est à la construction d'un consensus obtenu par la discussion, le débat avec chacun des membres du collectif. Et c'est ce que font précisément les habitants de la ZAD. Donc c'est deux traitements complètement différents. Il y a l'action directe, positive du berger, du céréaliculteur, qui va traiter comme un collectif les plants de blé, et l'action horticole, qui est une action indirecte négative, c'est-à-dire qui vise à promouvoir des conditions d'épanouissement, tant des humains que des non-humains, en aménageant le milieu où ils se développent. Voilà, c'est scientifique parce que c'est fondé sur deux formes d'action qui sont assez répandues dans le monde, mais c'est pas fondé sur ce que vous évoquiez, à savoir l'habitude scientifique de regrouper des éléments divers à l'intérieur de macro-catégories. Très bien. On pourrait parler pendant des heures de ce sujet, de comment améliorer le monde, mais je pense qu'on n'arrivera pas à la réponse définitive ce soir. Pas l'améliorer, il faut le transformer. C'est vrai. Et j'ai à cœur de le transformer en bien, en libérant les équipes pas trop tard, puisqu'on dépasse d'une bonne demi-heure déjà. Merci Elisa Lévy, merci Philippe Descola. Et merci à vous d'être venus. Rentrez bien, allez manifester quand vous pouvez, et merci encore d'être venus.